Le plus grand casse financier de l'histoire des États-Unis. On parle d'une évaporation de 4,5 milliards de dollars. Et ce truc n'a pas été résolu par des algorithmes ultra secrets de la CIA, ni par une équipe de super espions infiltrés. Non, Ah ben non, ça aurait été trop simple ça. carrément. En fait, la chute de toute cette opération internationale repose sur deux choses qui, franchement, défient l'entendement. Une poignée de cartes cadeaux de supermarché Walmart Ouais. et l'application iPhone d'une rappeuse amateur dont les vidéos sont, comment dire, elles mettent quiconque les regarde extrêmement mal à l'aise, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Le contraste entre, d'un côté, la sophistication incroyable de l'attaque initiale et la banalité absolue de la chute finale, c'est juste saisissant. Et le truc fascinant pour notre exploration aujourd'hui, c'est que chaque étape de ce désastre a été rigoureusement documentée par les autorités. Exactement. Alors posons d'abord un peu le décor pour ceux qui nous écoutent. Retour en arrière. On est le 2 août 2016. Il est un peu plus de 18 heures à Hong Kong. Et là, la plateforme Bitfinex, qui est vraiment l'un des piliers mondiaux de l'échange de crypto-monnaies à l'époque, commence subitement à se vider. Une hémorragie numérique en direct, quoi. Voilà. En l'espace de quelques heures, il y a 119 754 bitcoins qui sont siphonnés de la plateforme. Sur le moment, ça représente à peu près 71 millions de dollars, ce qui est déjà énorme. C'est massif, ouais. Mais l'histoire prend une ampleur totalement inédite parce que des années plus tard, quand l'affaire arrive devant la justice, la valeur de ce butin a explosé pour atteindre le chiffre astronomique de 10,5 milliards de dollars. 10 milliards et demi, ouais. C'est, ça donne le vertige. Et l'objectif de notre plongée dans les sources aujourd'hui, ça va bien au-delà de la simple chronique d'un fait divers, même si c'est spectaculaire. Il s'agit vraiment de comprendre la mécanique de ce séisme. Ce qui a tout changé dans le monde de la finance, en fait. C'est ça. Cette affaire a définitivement pulvérisé le grand mythe fondateur des cryptos. L'idée selon laquelle on bénéficie d'un anonymat absolu et intraçable. Ça a forcé tout le monde à revoir les standards de sécurité mondiale. Alors, avant de plonger dans l'absurdité absolue de la conclusion avec, tu sais, les cartes cadeaux et le rap gênant, faut quand même qu'on décortique la brillance technique du vol initial. L'architecte de ce piratage, c'est un certain Ilya Lichtenstein. Il a 27 ans à l'époque. Un jeune prodige de la Silicon Valley, en gros. Ouais. Il co-dirige une start-up technologique à San Francisco. Et la façon dont il a contourné les sécurités de Bitfinex, ça soulève de sérieuses questions sur les architectures de l'époque. Pour comprendre la complexité du truc, faut se pencher sur la mécanique de Bitfinex. Ils avaient mis en place un système dit multi-signature. En gros, c'était géré avec une autre société de cybersécurité qui s'appelait BitGo. Ok, donc deux entités distinctes. Exactement. Et le principe, c'est une sécurité cryptographique redondante. Pour qu'une transaction soit validée sur la blockchain, il fallait impérativement deux signatures numériques. L'une qui venait de Bitfinex et l'autre générée indépendamment par BitGo, une fois qu'ils avaient vérifié les paramètres. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. C'est comme un coffre-fort de banque qui nécessiterait la présence de deux directeurs. Chacun a sa propre clé et ils doivent tourner la serrure exactement en même temps pour ouvrir la porte. C'est une très bonne image, ouais. Du coup, c'est censé être infaillible, non? Parce que même si un cambrioleur vole la clé du premier directeur, il reste bloqué devant la deuxième serrure. Et pourtant, Liechtenstein a trouvé le moyen de contourner ça. Comment il a pu vider la banque sans déclencher l'alarme du deuxième directeur? C'est là qu'il a été malin. Les analyses de TRM Labs montrent qu'il n'a pas du tout essayé de casser la cryptographie elle-même, ce qui aurait été honnêtement presque impossible. En fait, il a exploité une faille dans la façon dont Bitfinex avait intégré ce système. Une faille interne donc? Ouais. Il s'est infiltré dans les serveurs internes de Bitfinex et il a manipulé le logiciel qui communique avec BitGo. En clair, il a trouvé le moyen de lancer et d'autoriser les retraits massifs directement depuis le cœur de Bitfinex, tout en neutralisant le truc qui devait demander la validation à BitGo. Ah ouais, donc pour reprendre l'image de la banque, il n'a pas volé la deuxième clé. Il est carrément entré dans le système de messagerie de la banque, il a falsifié le bordereau du premier directeur et il a trafiqué la porte du coffre pour qu'elle s'ouvre de l'intérieur avant même que le second directeur soit mis au courant. C'est exactement ça, une attaque chirurgicale de l'intérieur. C'est dingue. Et il ne se contente pas de prendre l'argent, hein. En quelques heures, il exécute 2072 transactions pour tout vider vers une adresse unique, la fameuse adresse 1CGA4S. Et là, il passe un gros coup de balai.
Il efface tous ses identifiants, il supprime les fichiers log des serveurs. Le résultat, c'est la panique totale sur les marchés. Le Bitcoin perd 20% de sa valeur d'un coup. Ouais, 20%. Et Bitfinex doit émettre des espèces de bons de reconnaissance de dette, les fameux Recovery Right Tokens, juste pour éviter la faillite. Mais tu sais ce qui est le plus glaçant dans toute cette phase? Le détail qui révèle vraiment la psychologie de Liechtenstein. Vas-y, dis-moi. Une fois qu'il a fait son coup de balai avec le monde entier en alerte rouge et des millions de dollars posés bien en vue sur la blockchain publique, il coupe tout. Et il attend. Il attend combien de temps? 5 mois. Pendant 5 mois complets, pas une seule fraction de Bitcoin n'a bougé. Il n'a pas touché à 1 centime. Sérieusement. 5 mois à regarder ce compte valant une fortune sur son écran, en sachant que le FBI, Interpol, tout le monde fixe cette adresse. Faut avoir des nerfs d'acier, quoi. C'est une patience chirurgicale. Ça tranche complètement avec l'image habituelle du hacker hyper impulsif. Et c'est justement son sang-froid initial qui rend la suite et l'effondrement de son plan tellement intéressante d'un point de vue psychologique. Parce que oui, le vol, au final, c'était que la première étape. Dans la crypto, avoir l'argent volé sur une adresse publique, c'est un peu comme braquer une banque, mais avec des billets couverts d'encre indélébile. C'est invendable tel quel. Exactement. Le vrai défi, c'est de nettoyer cette encre, de blanchir l'argent. Et les sources décrivent une évolution de ce blanchissement qui dure 6 ans et qui commence comme un manuel du parfait petit criminel avant de virer au cauchemar. Au début, c'est ultra sophistiqué. Son but, c'est de couper le lien entre l'adresse piratée et les fonds qu'il va utiliser. Il passe par ce qu'on appelle des mixeurs de crypto-monnaies. Il a utilisé Bitcoin Fog, par exemple, des dizaines de fois. Attends, c'est important de clarifier ce qu'est un mixeur, parce que les gens s'imaginent souvent que ça efface magiquement la crypto, genre pouf, disparu. Mais en fait, c'est plutôt comme une immense machine à laver numérique, non? C'est une super comparaison. Des milliers de personnes y mettent leurs fonds, la machine mélange toutes ces fractions de Bitcoin dans tous les sens, avec des transactions internes hyper opaques, et à la fin, ça te recrache ton argent, moins une commission, mais depuis des portefeuilles qui n'ont rien à voir avec le tien à l'origine. C'est censé briser la chaîne de traçabilité, quoi. Exactement. Et en plus de ça, il est allé sur les marchés du Darknet. Alphabet d'abord, puis Hydra. Pas pour acheter des trucs illégaux, juste pour utiliser leur système interne comme une couche de brouillage en plus. Une vraie cascade? Ouais, et il a aussi fait du chain hopping. Il convertissait rapidement ses bitcoins en Monero, une monnaie réputée pour sa confidentialité, et puis il reconvertissait ça sur d'autres blockchains, tout ça avec des fausses identités. Franchement, le plan a l'air en béton armé. Mais la réalité finit par te rattraper. Parce que l'argent virtuel, ça paie pas ton loyer. Ça paie pas tes restos, quoi. Il faut bien matérialiser le butin à un moment donné. Voilà. Et c'est là que ça dérape. Les documents montrent qu'il commence à acheter des pièces d'or, des œuvres d'art numérique, des NFT, mais aussi des trucs hyper banals, des courses Uber ou une PlayStation. Et puis vient l'erreur ultime, l'achat de ces fameuses cartes cadeaux Walmart. Ça, c'est le début de la fin. Il passe par une plateforme d'échange pour acheter ses cartes Walmart. Mais l'erreur fatale, la bourde monumentale, c'est qu'il utilise une appli smartphone classique pour gérer ses cartes. Et cette application, elle est enregistrée sous le vrai nom de sa femme, Heather Morgan. Attends, faut qu'on s'arrête là-dessus. J'essaye de comprendre comment ils ont pu en arriver là. Ils utilisent des serveurs obscurs du darkness russe, des mixeurs ultra complexes, pour finir par scanner un code barre chez Walmart avec une appli à leur propre nom. Mais pourquoi ? Les experts en criminologie appellent ça la fatigue cognitive. Maintenir une architecture de blanchiment pareille, c'est épuisant au quotidien. C'est pas juste un casse ponctuel, c'est un travail à temps plein, H24. Donc à la longue, tu baisses ta garde, c'est ça ? Ouais. Au fil des années, l'illusion de toute puissance s'installe. Tu n'as déclenché aucune alarme, alors tu te sens intouchable. La barrière psychologique tombe face à la facilité de faire un petit achat banal. Le besoin de simplicité court-circuite complètement la rigueur. Et la simplicité, là, elle prend la forme de cette petite application Walmart, au nom de Heather Morgan. Et franchement, l'entrée en scène de cette femme, c'est le truc le plus surréaliste de tout le dossier. Oh que oui. Elle a 25 ans au moment du vol. Et son CV, on a des années-lumière du stéréotype du hacker ensuite à capuche dans une cave. Elle a un diplôme en économie de l'Université de Californie. Elle a monté sa propre agence de marketing. Elle écrit des articles pour des gros magazines comme Forbes et Inc. Magazine. Une entrepreneuse à succès, en apparence. Mais l'ironie, c'est le sujet de ses articles. Elle donnait des conférences et elle écrivait sur la cybersécurité.
C'est une blague. Non, non, elle expliquait aux chefs d'entreprise comment se protéger contre les pirates informatiques. C'est juste stupéfiant comme dissonance. Le jour, elle donne des leçons de cybersécurité, et la nuit, elle blanchit les milliards du plus grand hack de l'histoire. Mais attends, c'est pas le plus absurde, parce qu'en 2019, les sources indiquent qu'après un burn-out, elle vrille complètement. Ah, Razel Khan. Voilà, elle se crée un alter ego, Razel Khan, elle s'autoproclame le crocodile de Wall Street et elle se lance dans le rap sur YouTube, avec des tenues excentriques, des clips tournés dans New York et des morceaux comme Versace Boudouin. Et le contenu est... comment dire? C'est du cringe à l'état pur, un malaise intersidéral quoi. Et le pire, c'est que le département de la justice américain la considère seulement comme une participante de niveau inférieur. Liechtenstein aurait tout fait tout seul au début sans la prévenir du piratage avant de l'impliquer pour le blanchiment. C'est quand même incroyable. Mais alors, pourquoi ce personnage de rappeuse? Le journaliste Nick Bilton a fait une analyse sociologique fascinante là-dessus. Il explique que cette explosion d'excentricité, c'était pas une simple crise existentielle. T'imagines la pression de cacher des milliards volés. C'est un poison pour l'esprit. Et Razel Khan, c'était sa soupape de décompression. En gros, se cacher en pleine lumière. Tu deviens un personnage tellement bruyant, tellement gênant, que personne ne va jamais soupçonner que tu as la tête d'un cartel de blanchiment crypto de 10 milliards. Un camouflage psychologique, oui. Sauf que, face à la blockchain, la psychologie, ça sert pas à grand-chose. La technologie, elle s'en fiche complètement de ton alter ego. C'est clair. D'ailleurs, le mythe de l'intraçabilité commence vraiment à prendre l'eau en 2017, quand le FBI réussit à faire fermer Alphabet. Le grand marché du Darknet, oui. Le FBI arrive à saisir physiquement les serveurs de la plateforme en Thaïlande. Et là, c'est le début de la fin pour le couple. Mais comment ils ont fait le lien? Je veux dire, les bitcoins entrent sur Alphabet, ils sont censés être mélangés avec des millions d'autres transactions sur le site, non? Oui, mais c'est là qu'intervient la combinaison entre la blockchain publique et les données privées qu'ils ont saisies. Sur la blockchain, les enquêteurs voyaient très bien les fonds volés partir vers une adresse de dépôt d'Alphabet. Ils avaient le montant et l'heure précise. D'accord. Et en saisissant les serveurs, ils ont mis la main sur la base de données interne d'Alphabet. Ces données-là n'étaient pas publiques. Elles reliaient chaque adresse de dépôt à un compte utilisateur spécifique sur le site. Ah, donc ils ont juste fait le rapprochement. Ils ont vu que ces millions correspondaient au compte géré par Liechtenstein et ensuite ils ont regardé vers quelles adresses ils retiraient son argent blanchi. Exactement. Le fil rouge était recousu. Ensuite, des entreprises comme Chainalysis ont pris le relais. Même avec le chain hopping vers Monero, leurs algorithmes repéraient les motifs. Si tu convertis 100 bitcoins en Monero et que 5 minutes plus tard tu reconvertis la même valeur exacte en bitcoin, l'algorithme fait le lien. La blockchain n'oublie rien, jamais. Et cette piste remonte doucement mais sûrement jusqu'en janvier 2022. Et là, l'adresse IP associée à la fameuse application Walmart de Heather Morgan donne aux autorités la base légale pour un mandat de perquisition. Une perquisition dans leur appartement de Wall Street. Et là encore, on est loin du glamour de la finance criminelle. Les agents trouvent des trucs de dissimulation super basiques. Genre quoi? Des fausses cartes d'identité, des liasses de devises étrangères, des livres creusés pour y cacher des trucs, et le meilleur, des téléphones jetables avec des étiquettes où c'était littéralement écrit « burner phones » au marqueur. Non mais c'est pas possible, t'écris téléphone jetable sur ton téléphone jetable, Bref. Mais le vrai coup de grâce, il est numérique. Les enquêteurs tombent sur un fichier chiffré dans le cloud. Le Saint Graal. C'est ça, le fichier contenait les clés privées de plus de 2000 portefeuilles virtuels. Et ces portefeuilles, ils abritaient les fonds volés lors du hack de 2016. En quelques clics en février 2022, le gouvernement américain saisit près de 94 000 bitcoins. C'est évalué à 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie, une opération record. Ça redéfinit toute la sécurité numérique, cette histoire. Ça prouve que tu peux obscurcir tes traces autant que tu veux. Ça va juste ralentir les enquêteurs, mais ça n'efface jamais la donnée initiale. Chaque transaction, chaque satoshi laisse une trace gravée dans le marbre. Et ça a eu des répercussions énormes, non ? Immédiate. Les systèmes multisignatures ont été revus de fond en comble et la répression contre les mixeurs a explosé. Par exemple, Roman Sterlinghoff, le gars qui gérait Bitcoin Fog, il a pris 12 ans et demi de prison et en grande partie grâce au témoignage de Liechtenstein qui a coopéré. Alors, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, les coupables sont arrêtés, l'argent est récupéré, fin de l'histoire. Mais non, on est à l'ère numérique, tout devient viral, tout se politise. Fin 2024, les sentences tombent. Evan Morgan prend 18 mois.
Elle doit entrer en prison en février 2025. Et devine ce que elle fait en attendant, hein. La machine Razlekan repart de plus belle. Elle sort des nouveaux morceaux de rap avec des titres comme Diplomate Pussy ou Razlekan contre les États-Unis. Elle vend des dédicaces sur Scameo. Elle fait même un scandale pour boycotter le documentaire Netflix sorti sur eux en décembre 2024. La différence de comportement entre les deux est fascinante. Liechtenstein, il a pris 5 ans. Il fait profil bas, il exprime des remords et il prépare sa sortie en se disant futur expert en cybersécurité. Mais défensive, cette fois. Pendant que Morgan capitalise à fond sur son infamie pour faire du clic, quoi. C'est ça, elle transforme un crime fédéral en stratégie marketing personnelle. C'est le monde moderne. Et la situation de Liechtenstein amène un autre rebondissement. Il a énormément coopéré avec la justice et il se trouve qu'il bénéficie d'une libération anticipée prévue pour janvier 2026. Ça, c'est grâce au First Step Act, une loi sur la réforme pénitentiaire signée sous la première administration de Donald Trump. Ouais, ça creuse l'actualité politique de plein fouet. D'ailleurs, c'est super important. Il est primordial de préciser à ceux qui nous écoutent que nous rapportons ici strictement les faits exposés par nos sources. On ne prend aucunement parti sur cette législation pénitentiaire ou sur les décrets présidentiels entourant les crypto-monnaies. On reste purement factuel. Tout à fait. Et factuellement parlant, ça devient un casse-tête géopolitique. Le département de la justice veut rendre les 94 000 bitcoins saisis à Bitfinex et à ses utilisateurs floués. C'est logique. Mais bien sûr. Mais il y a un récent décret présidentiel, sous Trump, qui vise à créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin, justement en utilisant les cryptos saisis par le gouvernement. Du coup, ça bloque la restitution, dans un espèce de brouillard juridique inédit. Donc le butin de ce petit hacker de San Francisco est devenu un actif stratégique pour la sécurité nationale américaine. Exactement. C'est devenu une affaire d'État. Incroyable. La boucle est bouclée. Le vol le plus audacieux du siècle, valorisé à 10 milliards de dollars, s'est fracassé contre une carte cadeau Walmart et l'historique implacable de la blockchain. La technologie qu'ils ont trompée au début a fini par construire leur prison. C'est ironique, hein? Mais il y a quand même un dernier détail, un point aveugle dans cette histoire qui me fascine. Ah oui, les calculs. Ouais, faisons les comptes. 119 754 bitcoins volés au départ. Le gouvernement a sécurisé un portefeuille contenant environ 94 000 bitcoins. Les données montrent qu'environ 21% de la somme a été blanchie ou saisie, à droite à gauche. Si on fait la soustraction, il y a un trou béant. Il manque environ 25 000 bitcoins. 25 000 ? C'est une quantité astronomique. C'est un véritable trésor fantôme. Et ils sont où ces bitcoins? Techniquement, ils dorment quelque part sur la blockchain, dans un ou plusieurs portefeuilles. Mais à ce jour, personne, ni le gouvernement, ni Chainalysis, et peut-être même pas Liechtenstein, s'il a perdu ses accès, ne semble avoir la clé cryptographique pour les bouger. Ça donne des frissons, hein, quand même. Les meilleurs outils du monde ont retrouvé les voleurs. Mais la cryptographie pure, elle, protège toujours ce dernier coffre. C'est ça. Le mystère, c'est plus de savoir si on peut cacher de la crypto. La question qui hante tout le monde maintenant, c'est quand ? Et surtout, grâce à quelle technologie du futur, ces dizaines de milliers de pièces fantômes sortiront un jour de leur sommeil? Franchement, ça laisse rêveur. Ou paranoïaque, ça dépend du point de vue.